Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Mélanie, ravie de vous accueillir sur Un pour tous coachés. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir avoir ce temps d'échange avec vous puisque j'ai découvert WeSuggest et les biais cognitifs mis en lumière avec vos super vidéos et puis les tests proposés par WeSuggest il y a maintenant un peu plus d'un an. Et dans l'échange que j'avais eu pour découvrir l'outil, et ben du coup Lucille m'avait proposé d'échanger avec vous en direct et je me suis dit mais ce serait super de l'avoir sur le podcast. Donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et j'ai beaucoup d'auditeurs auditrices qui sont spécialisés en ressources humaines et notamment dans le recrutement. Et je sais que c'est un des sujets de prédilection, notamment sur les biais cognitifs. Il y a un podcast aussi qui a été créé et mis en ligne aussi avec WeSuggest Performance. Il y a plein de choses à croiser, donc vraiment ravie de vous accueillir. Et puis, on va rentrer après dans le vif du sujet, puisque ça va être le sujet d'aujourd'hui, hein, les biais cognitifs, le fonctionnement, le recrutement, tout ce que ça peut apporter aussi à des experts en ressources humaines, avec votre œil éclairé de docteur en psychologie, notamment spécialisé sur ces sujets-là. Et puis, avant de rentrer dans le sujet des biais cognitifs, peut-être en quelques phrases, 1 ou 2 minutes, nous dire qui vous êtes, votre parcours, ce qui fait que c'est ce sujet-là qui vous anime aujourd'hui, si ça vous convient. Ok, merci Cécile, merci infiniment pour cette invitation et à participer à ce podcast. Je suis ravie également. Je sors un peu de ma zone de confort, hein, voilà, mais c'est super sympa de m'inviter. Donc, écoutez, moi, je suis Mélanie Pailloux, donc profil chercheuse. J'effectue tout mon cursus universitaire au sein de la faculté de psychologie de l'Université de Nantes. Je fais un doctorat en psychocognitive, axé faille de la mémoire. Et puis, j'entre chez Performance en 2018 et je suis aujourd'hui en charge de l'innovation au sein de Performance. Et dans le cadre de mes missions, j'ai eu comment dire, à développer pour notre plateforme de matching qui est WeSuggest. J'ai eu à développer des petits tests de sensibilisation aux biais cognitifs, puisque on avait identifié que c'était un sujet pour les recruteurs. Et voilà, on a pris beaucoup de plaisir à créer ces petits tests et on a eu des retours extrêmement positifs. Moi, ça m'a permis de me replonger dans mes bouquins de fac, d'aller explorer tous ces biais et Dieu sait s'il y en a un nombre assez conséquent. Mais voilà, c'était du pur plaisir. Ouais, c'est chouette. Et puis, effectivement, moi, c'est vraiment par ce biais-là que, biais aussi, mais par cet intermédiaire-là que j'ai découvert les vidéos qui sont les tests et puis les vidéos derrière d'explications qui sont très ludiques, pédagogiques. Enfin, c'est très bien mené avec des exemples très clairs, très concrets qui parlent tout de suite. Moi, c'est ce que j'ai trouvé de très attractif et d'intéressant aussi. Et c'est fait avec voilà, beaucoup de professionnalisme. Il y a juste ce qu'il faut ouais, voilà, le temps des vidéos, les tests, j'ai trouvé ça vraiment très bien monté. Et effectivement, il y a un certain nombre de biais cognitifs. Est-ce qu'on sait combien il y en a vraiment, du coup, des biais cognitifs, du coup? Alors là, c'est un peu compliqué parce que aujourd'hui, en fait, il y a un recensement qui est fait, mais qui est assez large. On va Mhm. dire qu'il y en a entre 200 et 300. En tout cas, il y en a autour de 200 qui sont recensés par des chercheurs. Et ces biais-là, forcément, ils ont à la fois des impacts qui peuvent être positifs et à la fois des impacts qui impactent négativement en fait nos prises de décision. Et notamment dans des contextes de recrutement, ça peut avoir des effets assez néfastes, quoi. Mhm. Ok.
Et si on rentre vraiment dans le vif du sujet, un biais cognitif, parce que là on en parle, vous êtes experte Oui. dans le domaine, moi c'est des choses dont j'ai vraiment entendu parler aussi, j'ai sensibilisé beaucoup en psychosocial mes étudiants sur ces sujets-là. Mais du Ouais. coup, voilà, pour les non-initiés, un biais cognitif, qu'est-ce que c'est? Ouais, revenons donc aux bases et à l'essentiel. Effectivement, c'est intéressant comment dire, de redéfinir, de redonner ce qu'est un biais cognitif et surtout ce qu'il n'est pas au final. Je trouve que c'est important de dire que finalement, tout être humain est soumis au biais cognitif et qu'un biais cognitif, c'est pas une pathologie mentale. Il y a rien de grave. Il y a absolument rien de grave. Au contraire, c'est une caractéristique totalement inhérente à notre fonctionnement cérébral. Voilà. On fonctionne comme ça, on a des biais, il faut savoir l'accepter. Et c'est en fait, ce sont des mécanismes mentaux qui nous aident à traiter rapidement et efficacement des informations complexes de notre environnement. Et donc, du coup, bah, dans certaines situations, comme je le disais tout à l'heure, ces biais, ils peuvent être utiles et adaptatifs parce qu'en fait, ils nous permettent de gagner du temps et de l'énergie mentale. Mais dans d'autres conditions, ils peuvent nous conduire à des erreurs de jugement et à des décisions qui vont être complètement irrationnelles. Et donc, bah, du coup, ces erreurs, elles peuvent être coûteuses et préjudiciables, notamment quand elles concernent des domaines tels que la prise de décision professionnelle ou encore l'évaluation des risques ou un process de recrutement, etc., quoi. Ouais, dans des environnements qui peuvent être plus enclins en environnement professionnel, bien sûr personnel aussi. Et dans ce que vous dites, ce qui est intéressant aussi de relever, c'est qu'on est tous soumis, tous les êtres humains sont soumis au biais cognitif, c'est le fonctionnement normal du cerveau. Tout à fait. Tout à fait, c'est le fonctionnement normal de notre cerveau. Et même, on peut identifier, comment dire, des différentes étapes du fonctionnement d'un biais. Comment un biais se met, non pas en place, mais comment il fonctionne, en fait, ce biais cognitif, si on pouvait donner un espèce de fonctionnement généraliste. La première étape, ça va être la réception de l'information. J'espère que ça va pas être trop scientifique ce que je vais dire. Donc, la première étape, c'est la réception de l'information. Donc là, notre cerveau, il va rentrer en mode traitement de l'information. Et donc, la deuxième étape, c'est le raccourci mental. Pour pouvoir traiter cette information de manière rapide et efficace, bah, notre cerveau, il va utiliser des raccourcis mentaux. Et donc, il va simplifier et interpréter rapidement des informations. Et donc, du coup, le fait de recevoir cette information et quand on la reçoit, on fait un raccourci mental, eh bien, ça va actionner le biais. Et donc, il va y avoir soit une influence des biais, donc c'est l'expression par les raccourcis mentaux de l'influence de notre perception, de notre interprétation, etc. Et donc, ça peut se manifester de différentes manières. Ça peut être des préjugés, ça peut être des stéréotypes, ça peut être des croyances préexistantes ou encore des choses qui restent dans notre mémoire via nos expériences passées. Et autre conséquence de ces raccourcis mentaux, ce sont des effets néfastes sur la prise de décision. Et donc, du coup, les biais cognitifs, ils peuvent altérer notre capacité à prendre des décisions objectives et impartiales. Je ne sais pas si j'ai été claire, Cécile. Faut pas hésiter à essayer de me faire reformuler. Non, non, mais ça me semble très clair parce que du coup, c'est très en termes de, le côté visuel, donc je visualise complètement. Là, il y avait le son, j'étais en mode image, donc un flot d'informations qui arrive du cerveau, une manière de simplifier, un tamis, enfin, pour Ouais. pouvoir simplifier les choses et pouvoir passer à l'action. Très utile dans plein d'éléments de la vie de tous les jours. J'imagine souvent, bah, peut-être tout ce qui est comment est-ce que je conduis, comment je marche, comment je m'habille, sur des réflexes peut-être de tous les jours qui nous permettent tout simplement de pouvoir gagner du temps sans avoir à réfléchir aux 10 000 solutions, 10 000 pistes qu'il peut y avoir devant nous. Et puis, bah, des fois, le côté stéréotype, préjugés, croyances qui peuvent aussi nous enfermer dans un modèle limitant. Et Ouais. tout l'intérêt de pouvoir les utiliser, de pouvoir les analyser, les comprendre pour pouvoir se dire, oula, peut-être petite alerte, surtout quand j'ai une décision importante à prendre et notamment dans le cadre pro. Mais perso aussi, ça marche quand on a des grandes décisions à prendre dans sa vie, faire un choix. Tout à fait.
Donc non, ça me semblait très clair. Ok. Forcément, bah, on va rentrer dans la sphère RH, recrutement, la sphère pro, avec tout le travail que vous avez mené avec WeSuggest. J'avais vu passer, je crois que ça date d'il y a 2, 3 mois, un baromètre, en tout cas une idée. Il y avait vous aviez mis en avant justement des biais. Il y a eu des choix parce que vous êtes arrivé au début. Enfin, les premiers tests que vous avez mis en avant, est-ce que ça a été les plus connus? Est-ce que ça a été les plus faciles à expliquer? Comment vous avez fait pour choisir finalement les biais les plus répandus en RH et en recrutement notamment? Alors en soi, ça n'a pas été un choix facile. Ce qu'on a essayé de faire, c'était déjà de parler avec nos clients, nos RH, pour identifier avec eux, en les faisant parler, les biais qu'ils étaient les plus à même d'actionner ou de rencontrer dans le cadre de leur pratique. Et donc, effectivement, là, je pourrais passer mon temps à vous énumérer pléthore d'exemples. Et puis en plus, comme je disais tout à l'heure, il y a entre 200 et 300 biais, donc Oui, on va pas l'idée avoir n'est pas le de les temps égrener, voilà. de tous les évoquer. Mais j'ai quand même quelques exemples à vous proposer. Et notamment, par exemple, le biais d'ancrage. Donc, le biais d'ancrage, eh bien, si je me mets dans la peau d'un recruteur RH, bah, ça va être ma difficulté à me défaire de ma première impression. Donc, par exemple, je vais lire un CV où je vais être dans les premières minutes d'un entretien. Eh bien, il va être compliqué pour mon cerveau, si je puis parler ainsi, de me défaire de mon ressenti lors des premières secondes, qu'il soit positif ou négatif. Et ce premier ressenti, il va me poursuivre après. C'est ça l'influence du biais, c'est qu'il va me poursuivre dans le temps et ça peut avoir de graves conséquences, hein. On voit bien de quoi je parle. Le deuxième biais que je voudrais évoquer ici, c'est l'effet de halo. Et donc, cet effet de halo, il est aussi hyper courant en recrutement. Et donc, ce biais, il consiste à généraliser une seule et unique caractéristique d'un candidat à l'ensemble de celles-ci. D'accord? Et donc, ça veut dire que typiquement, bon, c'est pas très cool ce que je vais dire, mais un candidat qui aurait une belle apparence physique, bien typiquement, il va être perçu comme plus compétent qu'un autre candidat qui aurait une présentation moins soignée. Voilà. Donc bon, là je donne deux exemples. Il y en a évidemment bien d'autres. Et, Ouais. euh, et là, je peux vous renvoyer à, comment dire, au podcast Histoire de recruteurs que l'on a créé pour WeSuggest. Donc c'est notre deuxième saison et qui est consacrée justement au biais cognitif. Et donc à travers ce podcast, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a fait intervenir des professionnels du recrutement et qui nous partagent des anecdotes et leurs conseils pour réduire l'influence des biais cognitifs, parce que du coup, ils nous partagent des expériences qu'ils ont réellement vécues sur des contextes de recrutement en lien avec les biais cognitifs. Et là, c'est vraiment intéressant parce que vous êtes au cœur des pratiques sur cette thématique. Clairement, oui, c'est un super podcast, moi, que je conseille bah, aux personnes qui nous écoutent, puisqu'on a vraiment un large panel de RH, de recruteurs, entre autres. Par mon parcours, mon ancien parcours, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent et qui recrutent et qui sont encore amenées à recruter aujourd'hui. Et c'est excellent du coup d'entendre du côté pratico-pratique de vécu. Quand on a été amené à recruter, moi j'ai été amenée à recruter pendant plus de 10 ans et même encore maintenant, je continue à recruter en moindre volumétrie, mais c'est un vrai sujet. Et c'est se dire, oui, bah voilà, déjà, je suis pas seule. Ah, tiens, ce biais-là, il me parle. À quel moment est-ce que j'ai pu le mettre en pratique aussi dans ma vie pro? Et qu'est-ce que je peux faire pour l'identifier, me prémunir aussi et pouvoir assurer aussi le meilleur recrutement possible derrière en ricochet, tout simplement en étant attentif à ces biais-là. Et il y avait aussi, c'est souvent on entend dire le recrutement, mais c'est de l'intuition, c'est ça quoi, je le sens, je le sens, je le sens pas. Bah oui, mais c'est quoi, je le sens, je le sens pas. C'est quoi qu'on met derrière? C'est quoi ces biais cognitifs? Qu'est-ce qui fait que finalement je fais un choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je me suis laissée influencer par les raccourcis du cerveau et finalement peut-être des préjugés, des stéréotypes ou les fameux biais dont vous avez parlé là juste avant? Ouais, tout à fait, ouais. C'est compliqué, hein, cette question de l'intuition, parce qu'il y a quelque chose quand même qui est palpable pour tout un chacun. Euh, c'est naturel, hein, d'avoir des intuitions, d'avoir des ressentiments comme ça, mais je dirais tout l'enjeu, c'est de challenger sans cesse son intuition, en fait. C'est de la mettre à l'épreuve.
et de ne pas la suivre aveuglément, en fait, pour pouvoir mettre, comment dire, plusieurs cordes à son arc et finalement être plutôt dans une démarche de vérification de l'intuition et non pas de suivre l'intuition. Ouais. C'est subtil, mais c'est important parce que du coup, la nuance, Oui, elle est, elle est oui, fine, mais en recrutement, elle permet vraiment de pouvoir confirmer ou infirmer, mais en étant tout à conscient des fait. biais qui peuvent impacter. Et ce que j'apprécie aussi, ce qui m'a beaucoup plu sur la plateforme WeSuggest, c'est aussi qu'il y a les tests pour savoir à quel biais on est plus ou moins sensible. Il y a quelques questions et ça permet du coup de se dire, ah bah là, oui, je suis plus sensible, moins sensible, avoir un effet un peu préventif, warning. Au-delà du côté ludique et sympa des questions, il y a le compte-rendu et l'explication derrière avec vos vidéos. Et c'est vrai que ça Ouais. peut permettre de sensibiliser les recruteurs, les recruteuses aussi aux biais sur lesquels ils sont plus sensibles que d'autres. Oui, c'est vrai que la démarche qu'on a effectuée sur la plateforme WeSuggest à travers notre proposition de petits tests de sensibilisation au biais, voilà, notre idée, c'était pas, comment dire, d'apporter un test scientifiquement éprouvé d'une validation comment dire, d'une influence à un certain biais, mais c'était plutôt de proposer des tests, qui soient bien faits, qui servent d'électrochoc, qui servent à des fins de prévention et qui derrière apportent via une vidéo explicative, comme vous l'avez dit, on a essayé de la faire la plus pédagogique possible, qui apporte vraiment des éléments d'information qui sont très scientifiques. Hein. Voilà, on a vraiment replongé dans la littérature pour apporter le plus d'éléments, comment dire, précis et scientifiques autour des biais qu'on met en évidence. Pour voilà, offrir un package de prévention, de sensibilisation au biais, justement quand une personne est en plein dans l'évaluation ou le recrutement d'une personne. Non, c'est effectivement précieux d'avoir ces petites alertes, ces petites ampoules qui s'allument en mode ah, attention, je peux être sensible à et puis du coup ça peut permettre d'éviter des erreurs ou des problématiques dans le choix notamment des candidats en shortlistés ou qui sont effectivement retenus dans les process de recrutement. Ça serait quoi du coup finalement les biais cognitifs ils peuvent nous amener à faire donc forcément des mauvais choix en recrutement, alors peut-être des bons aussi et des heureux recrutements, mais finalement il peut y avoir aussi des conséquences heureuses ou malheureuses en fonction de ces biais cognitifs. Qu'est-ce que ce serait, selon vous, les conséquences qu'il pourrait y avoir si on se laissait porter par les biais cognitifs, plutôt sur le côté et positif et négatif? Alors, sur des conséquences malheureuses que peuvent avoir des biais cognitifs dans le recrutement, donc si par exemple on prend le biais d'association, donc ce biais, il consiste à faire un lien entre certaines informations figurant sur un CV et des traits, des caractéristiques qui, comment dire, sont liées à l'individu. Donc, on associe par exemple l'activité de faire du basketball à une compétence. Alors qu'en soi, c'est pas parce que je pratique un sport collectif que je vais nécessairement, dans le cadre de mes activités professionnelles, être dans la collaboration. Il faut savoir dissocier les choses. Il ne faut pas se laisser emporter par des interprétations comme ça sur la base d'éléments qui ne sont pas en soi des compétences. On parle d'une activité extra-professionnelle qui est l'activité de basketball. Et donc, c'est un petit peu de reporter le débat pour éviter des effets néfastes de ces biais et finalement des conséquences malheureuses, c'est de recentrer sur les compétences et vraiment d'aller évaluer les compétences, les savoir-être, plutôt que de tenter de faire des interprétations hâtives sur la base de caractéristiques qui seraient par exemple présentes dans un CV. A contrario, sur des conséquences plutôt heureuses, bah, souvent on dit qu'il ne faut pas faire d'un cas une généralité. Donc là, c'est pour éviter des conséquences malheureuses, mais l'inverse est aussi possible. Parfois, bah, c'est le cas qui confirme la règle. Et donc, bah, ça va aussi dans les deux sens. Ça peut aussi effectivement être au service d'eux. Et ça peut Voilà. permettre effectivement aussi d'avoir des recrutements heureux. J'aime bien aussi la notion de lien que vous faites avec les compétences parce que c'est un vrai sujet aussi sur WeSuggest avec le côté soft skills, comportement, adéquation, enfin aussi en termes de profil de poste, de type de poste que vous proposez aussi. Et c'est effectivement des vrais sujets, notamment dans le domaine du recrutement en ce moment. C'est plus qu'à la mode, donc c'est chouette de pouvoir
effectivement avoir cet apport-là. D'un point de vue scientifique, donc j'ai entendu tout à l'heure que vous aviez replongé dans les cours de psycho, les Ouais. différents courants pensés. Où est-ce qu'on en est d'un point de vue scientifique actuellement? Où est-ce que ça en est? Parce que j'imagine que Alors, les 250, 300, enfin 300 biais, avant de les analyser tous en détail, il y a peut-être des choses bah, différentes. ouais, alors déjà, moi, ce qui m'a fait sourire quand on voit aujourd'hui toute l'effervescence autour des biais cognitifs dans la littérature RH actuelle, quoi. Bah, ce qui nous fait sourire, c'est que ce sont des choses que l'on voit de manière assez isolée dans nos cours de psycho quand on suit un cursus d'études en psychologie classique. Et donc finalement, la littérature autour des biais, elle date vraiment des années 70-80 et elle se concentre uniquement, enfin principalement, je dirais, sur la recherche scientifique en psychocognitive et en psychosociale. Et voilà, ça fait déjà plusieurs décennies qu'il y a des travaux sur les biais. Alors après, on peut relever les deux auteurs qui comment dire, ont permis la connaissance à tout à chacun des biais, donc Tversky et Kahneman, qu'on travaillait sur les biais de jugement et qu'on permis d'asseoir des bases sur la compréhension, je dirais, moderne du phénomène des biais cognitifs. Et donc finalement, c'est principalement leur recherche et leur livre qui est sorti qui ont fortement influencé et ouvert la voie à d'autres études sur les biais cognitifs. Et voilà, et aujourd'hui, les recherches sont dans la continuité de ces travaux qui datent maintenant des années 70-80. Et c'est pour cette raison finalement que les biais aujourd'hui, enfin j'ai envie de dire la banque des biais continue de grossir parce que il y a aussi les études en neurosciences. Hein, il n'y a pas que la psychocognitive et sociale, il y a aussi l'apport des neurosciences qui permet également de découvrir de nouveaux biais, quoi. Si je peux me permettre un complément par rapport à ma présentation en début de podcast, je ne vais pas prétendre être une experte des biais tant il y en a. Et étant chaque docteur en psycho peut-être un spécialiste en soi d'un seul biais, finalement, quand on est un chercheur, on est, comment dire, spécialiste d'un grain de sable dans une dune. J'aime bien cette métaphore. On peut pas prétendre être expert de tout, mais on peut apporter un éclairage avec nos connaissances. Ouais. Une jolie image aussi qui met en lumière toute la complexité. C'est un petite chose dans un grand tout, mais à la fois, cette petite chose, elle est très importante et précieuse, et il y a plein de choses à dire autour avec des études et de la documentation aussi, des recherches qui sont menées en psycho, et pas que, hein, j'entends bien l'apport des neurosciences aussi, et Mm. d'autres apports scientifiques. Et du coup, bah, pour un recruteur, avoir connaissance de ces biais, qu'est-ce que ça permettrait? Comment on pourrait résumer en fait, comment on pourrait inciter les recruteurs à aller un petit peu se challenger pour découvrir leurs biais principaux auxquels ils sont soumis? Quels sont les apports pour eux, selon vous? Je ne sais pas combien je pourrais vous donner d'apports. Je vais commencer. On va commencer par un premier Ouais. qui est quand même assez classique. Voilà, la connaissance de de ces biais cognitifs. Donc, bah, forcément, c'est un atout précieux. On ne pourra jamais éradiquer les biais. En revanche, on peut en atténuer les effets par une meilleure connaissance. Donc, Mm. atténuer ces effets, notamment pour avoir des prises de décision qui vont être plus objectives. En ayant conscience de ses propres biais, on va pouvoir prendre des décisions qui sont plus objectives, qui sont plus équitables, et on va pouvoir remettre en question nos jugements et s'efforcer de prendre en compte de prendre en compte et d'identifier des critères qui sont objectifs et pertinents. Ouais. Deuxième élément, donc je le disais à l'instant, on ne peut pas effacer les biais cognitifs. En revanche, on a le pouvoir de pouvoir en atténuer les effets. Enfin, si on sait par exemple qu'on a une tendance à préférer des candidats qui seraient, comment dire, très proches de nous-mêmes, bah ouais, ça nous rassure. Ah, ils me ressemblent. Chouette, on va bien s'entendre, tout va bien se passer.
si on sait qu'on est sensible à ça, ben on peut se forcer à se concentrer sur les compétences et les qualifications objectives plutôt que d'aller sur les similitudes entre la personne et moi-même. Voilà, c'est connaître le biais, le définir, euh, mettre des exemples dessus et se dire comment je fais pour le contrer, quels sont mes critères, quels sont les moyens que je peux mettre en place pour m'éviter d'aller là-dedans, typiquement. Ouais. Super, ouais, ça permet de pouvoir justement utiliser les biais à bon escient et pouvoir se les approprier pour pouvoir justement identifier les fameuses compétences dont on parlait tout à l'heure aussi, les complémentarités, hyper intéressant d'un point de vue managérial, gestion d'équipe aussi, au-delà du recrutement, c'est une vraie réflexion globale sur les complémentarités entre les différents équipiers, avec le système managérial également. Enfin, il y a certainement aussi Ouais, des croisements ouais. à faire avec Et d'autres outils puis, RH. je rebondis sur ce que vous dites. Si on prend aussi à l'échelle d'un service RH et à l'échelle d'une entreprise, connaître les biais cognitifs et aller vers une politique, enfin, si je puis parler ainsi, une politique autour de la sensibilisation, de la connaissance des biais cognitifs dans ce type de service, bah, c'est aussi promouvoir finalement la diversité et l'inclusion parce que on peut travailler avec le service à promouvoir activement la diversité et l'inclusion, du coup en évaluant les candidats de manière beaucoup plus équitable, en éliminant les préjugés injustes et du coup on offre des opportunités égales à tous les candidats. Et je prends l'exemple du CV. Souvent, on dit il faut enlever la photo et le prénom du CV. Bah oui, pourquoi pas, vous allez enlever quelques stéréotypes, quelques biais, mais pas tous. Parce que si je vois que la personne, elle a fait Harvard et que moi aussi j'ai fait Harvard, ah bah c'est comme moi et je commence à activer un biais et etc., etc. Donc ça n'enlève pas tous les biais d'enlever juste une photo et un nom sur un CV. C'est intéressant aussi parce que ça a été effectivement, il y a quelques années, le CV anonyme, le sans photo, et finalement, on s'est rendu compte que ça n'avait pas du tout enlevé ni diminué les préjugés, voire c'était presque même pire, puisque du coup, la discrimination et les préjugés se faisaient en face à face quand le candidat ou la candidate arrivait. Donc, c'était effectivement pas forcément la meilleure solution. Et Mm. alors, du coup, avec tout ce qu'on s'est dit, ce serait quoi les conseils aux RH, aux recruteurs? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à nos auditeurs, auditrices avec tout ce qu'on vient de se dire? Bah déjà, faire de la prévention, de la sensibilisation, de la prévention autour des biais, c'est quand même quelque chose d'assez important. En fait, c'est de se familiariser avec les différents types de biais qui permet du coup une meilleure connaissance de ces biais. Et du coup, ça permet à l'individu d'être beaucoup plus attentif à ce qu'on va appeler nos schémas de pensée, à nos croyances qui vont influencer nos jugements. Donc, d'être dans une démarche de prévention et de sensibilisation. Et aujourd'hui, il existe typiquement, là, à travers notre plateforme WeSuggest, vous pouvez faire des mini-tests. Donc, ce sont des petites vidéos qui proposent des mises en situation. Et après, il y a quelques questions qui sont posées et ça vous donne un petit score de sensibilisation à un biais spécifique. Et voilà, ça, vous vivez un petit quelque chose, mais on peut aller un cran plus loin. On peut imaginer des prestations de services où on vous fait vivre des expériences autour des biais cognitifs. Et là, de vivre les choses, de se rendre compte réellement que, ah bah là, par exemple, j'ai activé des stéréotypes extrêmement lourds. C'est grave, docteur. Bah oui, c'est grave, docteur. Et Oui, voilà, oui. et d'être confronté et de vivre les choses, ça a vraiment ça fait l'exercice de l'électrochoc et c'est vraiment intéressant. Il y a un autre conseil qu'on peut donner, c'est d'avoir une activité d'auto-réflexivité, d'avoir une réflexion sur les situations passées. C'est-à-dire de faire un travail de remémoration, de souvenirs, passer en revue des situations où on a eu à prendre des décisions et finalement où on aurait pu observer des réactions, des préférences ou des jugements qui seraient finalement subjectifs. Et donc, d'aller vers l'analyse de ces situations, eh bien, nous permettrait peut-être de tirer des ficelles
au bout desquels on trouverait des biais finalement qui auraient pu jouer dans ces décisions. Donc ça, c'est ce travail-là d'autoréflexivité, voilà, c'est se permettre à un moment donné de prendre de la hauteur, de faire ce pas de côté et de réfléchir à nos expériences passées. L'autre conseil, bah ça, j'ai la naïveté de croire qu'on le fait beaucoup tous, mais c'est nécessairement d'aller rechercher des feedbacks de la part des personnes qui nous entourent, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, en tout cas des personnes de confiance, et puis qui pourraient, comment dire, avoir un avis sur nous-mêmes, dans notre manière de nous comporter, d'avoir des réactions dans des situations où on a des décisions à prendre. Et donc, il pourrait nous aider à identifier, à nous faire ce pas de côté. Avant, on était dans l'autoréflexivité. Là, on est dans la demande vis-à-vis de l'autre. Voilà, peux-tu me faire un retour sur mes propres schémas, mes propres croyances ou mes propres biais que j'aurais pu actionner là en prenant cette décision. Voilà, actionner la vie de l'autre pour réfléchir un cran plus loin, quoi. Ce qu'il faut aussi quand même garder en tête, ça, c'est un conseil qui va être beaucoup plus global, c'est que les biais cognitifs et la connaissance des biais cognitifs, ça va être un processus qui va être vraiment continu et évolutif. Il faut savoir être humble en fait et accepter que on en a. Et à partir du moment où on est lucide par rapport à ça, qu'on en a conscience, eh bien, on s'engage dans une espèce de conscientisation des biais cognitifs. Et tout de suite, on a cette petite alerte, on a cette petite alarme qui peut se mettre en place quand on est face à des grosses décisions à prendre. Et on sait qu'il faut faire attention et qu'il faut faire ce pas de côté pour vérifier que là, on est bien sur des critères objectifs et que je ne suis pas en train d'actionner des biais. Voilà. Ouais, bien sûr, c'est aussi un très bon conseil dans la vie de tous les jours aussi, être sensible. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, et à plusieurs niveaux. Moi avec moi-même, le regard de l'autre, Mm, et puis dans les mm. interactions de ce qui peut se passer. Et pourquoi pas rétrospectivement avec ce que vous conseillez aussi, le côté flashback en Ouais, arrière, comprendre ce qui s'est passé. Ça fait un peu passé présent et du coup, moi et les ouais. autres aussi pour anticiper ce qui est en train de se jouer, mais aussi pour le futur, quoi. Donc c'est assez global. Ok, super. Est-ce que vous voyez autre chose sur le sujet du jour avant qu'on passe aux questions un petit peu plus rituelles du podcast qui vous semble important, un élément dont on n'aurait pas forcément parlé et où vous vous dites là, il faut qu'on laisse cette info-là à nos auditeurs, auditrices, ou est-ce que c'est OK? Non, je pense que c'est OK. Après, Mm. peut-être juste une petite phrase. C'est vrai que déjà être dans une démarche de vouloir comprendre, ouais, et conscientiser les biais cognitifs, je pense que ça va de pair aussi avec l'idée d'être dans une démarche de connaissance de soi. On ne se connaît que trop peu et en étant dans cette démarche-là, bah, on est aussi beaucoup plus ouvert à, à cette démarche qui est de s'ouvrir aux biais cognitifs, de les accepter et de les apprendre, de les apprivoiser pour mieux les tenter de les contrôler. Mm. Aussi avec la connaissance de soi. Ok. Merci déjà pour tous ces éléments. Et puis, on va passer aux questions un peu plus habituelles du podcast. Il y a la notion d'alignement. C'est une question que j'aime bien poser. Qu'est-ce que ça signifie être aligné pour vous, Mélanie? Bah, du coup, ça va un peu en lien avec ce que je viens de dire. Pour moi, être aligné avec soi-même, bah, ça implique forcément de bien se connaître, d'être au clair avec ses valeurs, ses convictions, ses besoins et ses aspirations hyper profondes. Et ça implique quelque chose qui est assez fort et qui est assez difficile aujourd'hui à mettre en place, c'est de ne pas se soucier des attentes des autres ou de ceux de la société. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué à faire de nos jours, mais je pense que c'est au cœur de l'alignement. Se connaître soi-même, là, on va revenir aussi effectivement à ce que disait effectivement tout à l'heure, c'est tout est lié, ce côté alignement et tenir compte de qui on est, comment on fonctionne et arriver à À se occulter, ou en détacher tout cas à se du regard détacher, des ouais, autres. du regard des autres. Top. Et est-ce qu'il y a un conseil que vous donneriez pour être soi-même ou qu'on vous a donné, ou vous dites, ouais, pour être moi-même, comment on peut faire?
Ah, ça c'est assez difficile. Donc déjà, ouais, le premier gros travail, bah effectivement, c'est de trouver des stratégies pour se détacher du regard des autres. Et ensuite, il y a tout un autre travail qui consiste à s'accepter tel que l'on est, accepter notre singularité. Et dans l'éventualité où il y a des choses qui ne nous conviendraient pas chez nous, par exemple, je vais donner un exemple, mais j'espère que c'est pas vrai pour moi, je pense pas, mais imaginons que je sois quelqu'un qui communique de manière cinglante et que c'est ma manière d'être, c'est un fait, c'est comme ça. On peut pas le nier, voilà, mais ça me convient pas. Donc, bah, du coup, c'est compliqué, je suis pas alignée. Ça me convient pas. Il y a une forme d'incongruence entre ce que je vise être et ce que je suis réellement. Donc, bah, du coup, il faut considérer que rien n'est figé et que je peux totalement travailler ma manière de communiquer. Donc, on en revient à ce cercle perpétuel qui est bien se connaître, identifier ce qu'on est. Ce qu'on est, ça me convient pas, ça me convient pas, quelle action je peux mettre en place pour aller vers quelque chose que j'aspire, etc., etc., etc. Ok, ouais. Donc, prendre conscience, savoir ce qu'on a envie de bouger ou pas. On peut décider aussi, Tout à c'est un trait de fait, caractère qui nous convient, mais si ça nous convient pas, c'est qu'est-ce que je mets en place pour le faire tout à bouger fait. et pour avancer. Super. Puis, ben, il reste une question sur les livres du moment, alors illustrés, pas illustrés, des ressources peut-être autres qui vous parlent et que vous aimeriez partager avec nous. Alors, bah, ça va pas être un livre, mais là, typiquement, en faisant quelques petites recherches, moi, j'aime bien promouvoir le travail de nos jeunes chercheurs. Alors là, ce sont des jeunes chercheurs canadiens et Mhm. qui ont proposé un site internet qui s'appelle Shortcogs. Alors, vous le trouverez en tapant dans Google raccourci biais. Et en fait, ce sont deux doctorants en psychologie qui ont créé un guide pratique des biais cognitifs. Ah, super. Et ce site, c'est vraiment une mine d'or. Je ne le connaissais pas et je l'ai découvert. Et je pense qu'il y a vraiment des ressources qui sont très bien documentées et intéressantes. La deuxième suggestion que je peux faire, souvent, moi, j'ai été confrontée, pas moi, enfin voilà, plutôt dans mes échanges avec des RH, dans des échanges professionnels, j'ai souvent été confrontée à des suggestions d'articles, tout ça, qui étaient pour moi extrêmement vulgarisés. Et des fois, j'avais envie de dire, oui, bon, il faut revenir quand même à une source un petit peu plus scientifique. Ça, c'est toujours un peu le défaut quand on a eu cette casquette de chercheur, c'est toujours vouloir revenir à des sources beaucoup plus fiables. Et donc, toute la difficulté de trouver sur la toile ou dans les librairies, comment dire, des ouvrages ou des articles qui ont une certaine valeur, une fiabilité scientifique. Et donc, si je peux vous conseiller un podcast, pareil, un podcast qui a été proposé par une équipe psycho franco-belge. C'est le podcast 1000 grammes de savoir. Alors 1000 grammes, c'est un jeu de mots. C'est pas 1000 grammes 1 kilo, c'est 1000 grammes le psychologue, chercheur, 1000 grammes MILGRAM. Et donc c'est un podcast qui va apporter, enfin qui propose des apports scientifiques de manière très généraliste autour de la psycho et voilà, très, très bien renseigné et très qualitatif. Super. Donc là, ça y est, j'ouvre la bibliographie et la cytographie et autres. C'est super parce que du coup, ça permet d'avoir des ressources complémentaires en plus sur le sujet qui nous intéresse. Et c'est chouette de pouvoir aussi conseiller d'autres podcasts. Donc, on a aussi donc 1000 grammes de savoir avec le jeu de mots effectivement sur le nom. Et puis, bien sûr, le podcast aussi d'où il suggeste. Enfin, moi, vraiment, je Ouais, trouve que c'est histoire de recruteur, ouais, histoire super de bon. recruteur. On est sur du témoignage aussi, voilà, Ouais. du cas vécu terrain. Et je trouve que c'est tout ce côté aussi bien entre les deux podcasts. Je trouve que c'est l'univers aussi, le côté scientifique et le côté pratico-pratique terrain. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on en fait et comment on le vit au quotidien. Donc je trouve que c'est assez chouette. Et puis le guide pratique, super, je connaissais pas non plus, donc je mettrai le lien pour nos auditeurs et auditrices. Top. Super. Trop bien. Bah, ravi, ravi. Et j'espère que ça plaira à vos auditeurs. Et ben, en tout cas, je pense qu'on aura le retour, parce que généralement, quand l'épisode sort, on a les retours
pour dire: «Ah oui, je la connaissais pas. Ah bah oui, ça non. Ah bah oui» et puis du coup, il y a souvent des complémentarités, donc peut-être qu'on va découvrir encore de nouvelles choses autour des biais cognitifs, donc non, avec grand, grand plaisir. Bon, bah, super en tout cas, merci pour toute cet Merci échange, cette Cécile. préparation aussi en amont. C'était vraiment chouette de pouvoir, faire un épisode dédié, aux biais cognitifs et puis avec votre, expérience, expertise, savoir, capacité à transmettre, à expliquer aussi des choses, voilà, qu'on vit tous les jours puisque on on n'en serait pas là si on n'avait pas nos biais cognitifs. Et à la fois, c'est en être conscient et avoir des trucs et astuces aussi pour les repérer et être aussi attentif, et pour le public qui nous écoute, que ce soit des RH ou des coachs, je suis persuadée que ça leur a apporté, beaucoup, beaucoup d'infos. Donc vraiment un grand, grand, grand merci Mélanie et puis, bah, je vais dire à très bientôt, j'espère à très bientôt pour peut-être d'autres épisodes ou d'autres sujets qui pourront, plaire aussi à nos auditeurs et auditrices. Et ben avec plaisir, Cécile. N'hésitez pas en tout cas. Merci beaucoup Mélanie. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.